Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 35e épisode de la balado qui porte mon nom. Et dernier épisode avant la levée du couvre-feu. Ouais, donc techniquement l'épisode 36, vous pourrez l'écouter en prenant une marche à minuit le soir. Le plan de déconfinement enfin a été annoncé cette semaine par le gouvernement de François Legault. Contrairement à l'Ontario et à bien des endroits dans le monde, le déconfinement sera basé sur des dates et non pas sur des données épidémiologiques. Alors, en espérant que le virus a un agenda et qu'il le consulte, hein, sinon ça risque de mal tourner tout ça. Là, il y a des mauvaises langues qui ont dit que François Legault aurait attendu le week-end de son anniversaire, hein, son anniversaire est le 26 mai, pour lever le couvre-feu, question qu'il puisse faire un petit party dans sa cour arrière avec ses gars et sa sœur. Là, je trouve que les gens sont vraiment méchants. Moi, je pense que tout ça est basé en partie sur la science. Mais surtout, faut quand même le dire, tout ça est rendu possible grâce au succès de la campagne de vaccination, qui est devenu un exemple dans le monde entier, paraît-il. Des seringues de tous les continents rêvent de venir s'installer à Montréal pour exercer leur profession. Et c'est vrai qu'on donne beaucoup de crédit au ministre de la Santé, Christian Dubé, pour le succès de l'opération, avec raison jusqu'à un certain point, mais faut pas oublier les gens sur le terrain, les travailleurs de la santé, les bénévoles, de vraies personnes qui sont vraiment les artisans du succès de la vaccination, puis aussi les Québécois, quand même, faut quand même le dire, les gens qui se déplacent et répondent à l'appel en grand nombre. Et ça, on le doit aussi à la créativité des gestionnaires de certains CIUS qui se sont inspirés de ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis entre autres, et dans certains pays d'Europe, d'imaginer des activités connexes pour attirer des gens à la vaccination, en faire une expérience, un événement. Malheureusement, on en est là au 21e siècle. Il faut que tout ce qui se fait dans nos vies doit être un événement. Mais c'est pas mauvais parce que ça permet quand même d'attirer des clientèles plus réticentes. C'est un peu comme ça qu'on a pensé inviter Émile Bilodeau au Palais des Congrès pour le début de la vaccination des plus jeunes. On a installé par exemple une clinique au circuit Gilles Villeneuve, au circuit de Formule 1, avec comme récompense une visite des paddocks. Ça permet quand même d'attirer peut-être une clientèle qui ne viendrait pas se faire vacciner, c'est-à-dire les amateurs de voitures et de prostitution. Et là, il faudra quand même être créatif pour attirer les complotistes. Ça va être plus difficile. J'ai hâte de voir ça. Hein? Je sais pas, on pourrait peut-être organiser une clinique de vaccination dans un tunnel pédosataniste. J'ai vu ça passer cette semaine. Il y a une naturopathe qui affirme que le troisième lien, ça fait partie du grand réseau pédosataniste et qu'il y aurait plein de tunnels comme ça partout dans le monde qui permettent de faire transiter les enfants de l'élite, là, les victimes de l'élite pédosataniste d'un pays à l'autre. Alors, pour Éric Duhaime, qui n'est pas nécessairement complotiste, mais qui flirte quand même en mettant en doute à peu près tout ce qui entoure la COVID. Je pense qu'une bonne façon, et de toute façon, il avait dit à tout le monde en parle qu'il n'était même pas sûr de se faire vacciner, que ça devait rester un libre choix. Je pense qu'une bonne façon de l'attirer à la vaccination serait d'installer la clinique dans son nombril, un endroit où il aime bien se retrouver. Pour Maxime Bernier, qui lui est un complotiste, qui nie carrément la pandémie et qui dit que le simple fait d'être en forme le protège de la COVID, peut-être que pour l'attirer à la vaccination, on pourrait installer une clinique dans une chambre d'écho où il pourrait s'écouter, parler, et peut-être avec un Joe Louis après sa piqûre comme récompense. Non, vraiment, soulignons-le, cette campagne-là roule à fond de train et la créativité du réseau, souvent on accuse ce réseau-là de ne pas être créatif, ben là quand même, je pense qu'il a démontré une belle agilité. Cela dit, le déconfinement, j'en ai parlé un petit peu, nous a presque fait oublier la grosse nouvelle de la semaine, le dévoilement des plans du troisième lien entre Lévis et Québec. 10 ans de construction, un coût estimé à environ 7 milliards de dollars, mais là, déjà, le ministre de l'Automobile, François Bonnardel, a prévenu qu'il faudra ajouter des frais connexes qui pourraient faire gonfler la facture à 10 milliards de dollars. Puis là, attention, 10 milliards, ça c'est en dollars de la CAQ, puisqu'en dollars québécois, ça devrait plutôt tourner autour de 18 milliards de dollars. Et bien sûr, on accusera les syndicats pour les dépassements de coûts. On parle d'un tunnel à 2 étages avec 3 voies par étage. Il n'y aura pas de péage pour les automobilistes, alors que les usagers du transport collectif devront évidemment payer leur passage. Chose qui m'avait échappé à l'élaboration du projet. On va également procéder à l'élargissement de plusieurs autoroutes. Ça, je ne le savais pas. Déjà, Québec est quand même... quand vous allez à Québec, là, c'est assez frappant de voir la richesse du réseau des autoroutes. Ça paraît que le Parlement est à Québec.
Et là, on va les élargir, mais on va quand même ajouter 100 km de voies réservées sur les autoroutes Félix-Leclerc, Henri IV, Robert-Bourassa et Laurentienne. Cela dit, François Legault était clair, malgré l'ajout de voies réservées, aucune voie ne sera retirée aux automobilistes. Aucune voie. Ça, c'était une grande angoisse à Québec depuis plusieurs semaines. Moi, il y a des gens qui habitent là-bas qui m'ont dit qu'avant le dévoilement du plan du troisième lien, là, tous les soirs, on pouvait voir des gens en larmes, les yeux hagards, conduisant sans but leur SUV sur les autoroutes sans fin de Québec allant nulle part, en attendant de voir est-ce qu'on va m'enlever des rues pour rouler. Alors non. Ils ne perdront pas de voie malgré le tramway et les autobus. Bon, évidemment, il y a des mécontents, des croquants. On fait remarquer qu'avec 9 milliards de dollars, on aurait pu rénover les milliers d'écoles vétustes du Québec et de régler d'un coup la pénurie de places en CPE. Mais le gouvernement, quand même, assure que le tunnel sera bien aéré, contrairement aux écoles publiques. Et les enfants de moins de 5 ans pourront faire une sieste dans la voiture tout au long de la traversée du tunnel, comme s'ils étaient à la garderie. Alors, ça ne compense pas complètement, mais bon. Le gouvernement fédéral a tout de suite annoncé qu'il ne participerait pas au financement d'un projet digne du milieu du 20e siècle. Et là, c'est sans compter le télétravail qui s'est développé chez des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses durant la pandémie. J'imagine que vous-même, à la maison, avez développé, peut-être si vous ne le faisiez pas déjà, cette pratique qui va perdurer dans les années à venir. On le voit, c'est une grande inquiétude dans le centre-ville de Montréal. Est-ce que les gens vont revenir? Et là, cette pratique-là, évidemment, du télétravail va prendre de l'expansion, c'est certain. Les gens préfèrent rester à la maison devant l'ordinateur que d'être dans un cubicule brun pâle pendant 8 heures. Alors, j'ai hâte de voir. On risque de voir les gens emprunter beaucoup plus le tunnel carpien que le tunnel de Lévis. Un qui ne fera pas de télétravail dans les prochains mois, c'est Patrick Lagacé, sympathique journaliste. Lui qui anime déjà 2 hommes en or, une quotidienne de 3 heures à la radio. Il y aura une nouvelle série documentaire cet automne à ICI Télé qui s'appelle La Traque. Et accessoirement, il est quand même l'auteur de 3 chroniques par semaine à la presse. Eh bien, Patrick Lagacé animera également une nouvelle émission d'affaires publiques sur les ondes de Télé-Québec qui, je crois, s'appellera Nos années 20. Une émission produite par Marie-France Bazot. Ouais, Marie-France, qu'on a eu le plaisir de recevoir plus tôt cette saison à la balado et qui nous rappelait ceci. Il y a des gagnants à vie, puis il y a des saveurs du mois ou de l'année. Oui. Et on le sait très bien, on se voit proposer. Certains se feront imposer des animateurs, Ouais. D'autres se font proposer des animateurs qui, fondamentalement, ou comme producteurs, ou comme téléspectatrices, tu te dis, mais j'ai envie de diversité. Oui. J'ai envie d'autres mondes. Et l'autre monde est là. Oui. Il existe. On le sait. On en rencontre en entrevue. On fait des articles sur ces personnes-là. Il y a un manque fou de diversité dans nos médias. Bon, alors visiblement, Marie-France Bazot ne pèse pas lourd comme productrice pour imposer ses choix. Elle n'a pas eu le dernier mot sur le choix de l'animateur ou, si c'est le cas, son livre perd beaucoup de charme, je pense. Mais bon, j'imagine qu'effectivement, je lui souhaite. C'est le diffuseur qui a eu le dernier mot. C'est drôle parce qu'au moment où tombait la nouvelle, circulait aussi, je l'ai vu passer, mais une étude du département statistique de l'Université of Delaware, une étude qui démontre que si on redistribuait la moitié, juste la moitié, des contrats d'animation de Stéphane Ballavance et de Patrick Lagacé à des gens de la diversité, eh bien, ça ferait du bien. Ouais, et quand on parle de diversité, on ne parle pas que de Pierre-Yves Lard. Mais on parle de diversité, ça tombe très bien parce qu'on va aller rejoindre Hélène Faradji qui va aborder ce sujet dans sa chronique. Bon épisode 35, les amis. Bonne écoute. On retrouve Hélène Faradji. Salut Hélène! Salut Fred, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que vous avez de belles choses pour nous aujourd'hui? Ah ben oui, écoutez, l'été est là, Oui. d'abord. Ouais. Notre bon Premier ministre nous a donné le droit de revivre un petit peu, un petit peu. Oui, oui, oui. Comme une majorité de Québécois et de Québécoises, ben, j'ai eu ma première dose. Ah oui, bravo! Et je suis ressortie culturellement. En tout cas, je suis allée faire plein de trucs avec. Ça, c'est évidemment, courageux. Ça, c'est courageux. Non, mais dans le respect des règles, Ouais. avec le pas et le cœur un petit peu plus léger qu'avant. Oui. Ceci dit, je suis pas débile non plus. Hein, je sais très bien que ce souffle d'une vie nouvelle, ben ça empêche pas tout ce qu'on avait mis sur pause avant la pandémie et qu'on s'était juré que après ce serait plus jamais pareil. Ça empêche pas que tout ça nous ressaute au visage. Hein. Tiens, si on pense à Israël par exemple. Oui.
Israël qui avait gagné la palme de la lutte contre le virus. On voyait des images super apaisantes de gens sur des terrasses au soleil. Et puis, ben voilà. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Je m'étendrai pas là-dessus, mais je vais pas mentir, Fred, ça a beaucoup nourri ma réflexion cette semaine parce que ça aille jusqu'à la haine meurtrière comme là-bas ou que ce soit plus tolérable. Ce qui est en jeu, je crois, c'est vraiment l'idée d'incompréhension de l'autre. Ouais. L'autre avec la grande majuscule, là, inclusif et tout. Ouais. Et cette idée, ben, elle est au cœur des grands mouvements sociopolitiques du moment, mais aussi de ce qu'on vit en culture depuis un bon bout de temps maintenant. Parce que l'incompréhension de l'autre, slave, kanata, même si ça a l'air de s'être passé il y a des lustres, c'était exactement ce qui était en jeu. Et plus récemment, c'est cette même idée que l'autre, on le comprend pas. On peut appeler ça de l'empathie si vous voulez, mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond. C'est pas juste une histoire de se mettre à la place de l'autre, mais c'est considérer que l'autre, il est tellement différent de nous qu'on fait même pas l'effort de comprendre qui il est. Ouais. Et récemment, donc, cette idée-là, elle s'est retrouvée partout. Le mot en haine, Marie-Pierre Morin dans Arlette, Black Lives Matter, l'ami imaginaire de Joseph Facal. Mais tout ça, c'est dans le même gros sac à malice qui régulièrement nous régurgite à la face des choses qui vont faire scandale 10 minutes, mais dont on a l'air de refuser de saisir qu'elles sont reliées par cette même idée, l'incompréhension de l'autre. Et je vous disais, j'ai commencé à ressortir un peu. Je suis allée au bordel, par exemple, et je fais un gros big up à l'humoriste dont je ne me rappelle plus le nom et qui a fait tout un beat sur les Français parce que les Français disent du coup et sans souci. Ah. Mais moi, je m'étais pas rendu compte. Le confinement, en fait, il a commencé en 1985 apparemment. Hein? Mais là, vous vous rappelez pas de son nom, ça c'est pas correct, ça. Non, je sais, mais ça m'a agacé un petit peu. Vous comprenez? Oui, franchement, oui, j'espère. Je suis allée au cinéma, je suis allée au musée, je suis allée à la bibliothèque. Ah, ouais. J'ai l'impression de revivre, mais surtout, je suis allée au théâtre, Fred. Oui. Et j'ai envie de dire, évidemment, pour voir des monologues, hein, parce que bon, c'est quand même le spectacle le plus facile à monter les en ce moment. Les belles sœurs, ça sera pas pour les prochains mois. C'est pas pour tout de suite, mais il y a des très belles choses qui se passent au théâtre. Et je suis allée en voir deux. Oui. D'abord, le premier, c'est Guylaine Tremblay dans Les Étés souterrains à la Licorne, sur un texte de Steve Gagnon qui évoque une femme bourgeoise. Elle a été professeure. Elle vient tous les étés en Provence. Et lorsqu'on la rencontre dans la pièce, elle va revoir ses amis en Provence pour la dernière fois. On va écouter Steve Gagnon la décrire, cette femme. On plonge dans les souvenirs d'une femme flamboyante qui nous convie à des repas en plein air quelque part dans le sud de la France. C'est une femme articulée, très colorée, remplie de réparties. C'est une femme de conviction, libre et assumée. Et peu à peu, on se questionne avec elle à savoir quel sens le mot « liberté » peut prendre quand notre propre corps devient une prison. C'est intéressant. Oui. La question de la liberté, du corps, tout ça, incarné dans cette figure défendue avec beaucoup de talent par Guylaine Tremblay, mais peut-être pas aussi intéressant que le deuxième monologue que je suis allée voir, cette fois chez Duceppe. Et c'est un monologue, celui-là, qu'on connaît parce que c'est celui de King Dave. King Dave qui a été créé, qui a été joué sur scène et dans un film par Alexandre Goyette en 2005 et qui a été repris en 2020-2021 par le comédien English Major. Oui. Je rappelle rapidement, King Dave, c'est une plongée aux enfers en quelques jours d'un jeune gars qui est laissé par sa blonde, qui vole des autoradios pour le compte d'un gang de rue et qui va surtout enchaîner les mauvaises décisions. Et on écoute cette fois un extrait de English Major qui le défend sur scène. Si un black appelle la police, ils se picheront pas pour l'aider. Fait, imagine si un black appelle contre d'autres blacks. T'habites dans un HLM à côté, c'est ça? Tu viens de lui d'abord? Qu'est-ce que tu faisais ici? As-tu des antécédents judiciaires? Es-tu dans une gang de rue? Arrivé en bas dans l'escalier roulant du métro, tout a gelé pendant une seconde. J'ai laissé les clés de ton appart sur ton lit. Rappelle-moi plus. Jamais. Ouais. Et le hasard, Fred, a fait que j'ai vu ces deux monologues-là à quelques jours d'intervalle. Ah oui?
Et mon cerveau, qui a été si peu nourri pendant la pandémie, je pense qu'il a fait une petite crise d'hystérie et il les a reliés spontanément dans ma tête autour de cette idée de compréhension et d'incompréhension de l'autre et bien sûr de diversité. Parce que d'un côté, j'ai vu sur scène une femme magnifiquement tenue par Guylaine Tremblay, qui fait pas que des mauvais choix finalement. Oh! Bon. Non, mais j'ouvre une parenthèse, Hélène, c'est intéressant parce que je trouve ça rafraîchissant d'avoir choisi Guylaine Tremblay parce qu'on la voit pas beaucoup dans l'univers médiatique québécois. Non, mais ceci dit, au théâtre, il faut dire, là. et je crois qu'elle n'avait jamais fait de monologue. Ah, ben là. C'est la première fois qu'elle tenait un spectacle toute seule sur ses épaules et se rappeler pourquoi elle est si présente. Ouais. C'est parce que c'est une immense comédienne Ben et oui. là, on pouvait vraiment le voir. Ouais. Elle rend cette femme hyper attachante, alors que, honnêtement, sur le papier, ça pouvait être un personnage plutôt agaçant, bourgeois, très crispante, mais Tremblay, elle a cette qualité qu'ont les meilleures actrices, c'est la proximité. Ouais. Et la proximité qui n'est jamais fabriquée. Les étés souterrains, c'est elle, c'est du vin, des amis, des coucheries, et au bout de la pièce, une émotion qui est extrêmement intense. C'est un très beau texte, une très belle interprétation, mais c'est surtout des codes qui étaient parfaitement les miens. Ou en tout cas, des codes qui sont et qui m'ont été imposés par 1001 constructions sociales. Ouais. Des codes, c'est des codes pantoufles, des codes confortables. Ça remettait rien du tout en question pour moi parce que je connais par cœur. Ouais. Hein, la femme blanche, sans problème d'argent, le cœur d'artichaut, forte, grande gueule. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un moment où on classait toutes les personnages de femmes en fonction des personnages de Sex and the City. C'était exaspérant à l'époque, mais ça marche toujours. C'est une Samantha. Bon, hein, OK. Voilà, comme ça tout le monde comprend. Pour les gens qui écoutaient la série. Voilà, ils ont été assez nombreux. Oui. Et du côté de King Dave, on avait quoi? On avait une interprétation qui est tout aussi remarquable, mais dans un style beaucoup plus physique, beaucoup plus jeune fan, fou, charnel, fébrile, tonique. English Major, on l'a pas mal vu à la télé, au théâtre. Il est tout jeune diplômé de l'UQAM en 2017, mais il est absent des grands écrans. Et là, je fais une parenthèse pour dire que je vais mettre ça sur le compte de la pandémie plutôt que sur le manque d'imagination et de vision de nos cinéastes, parce que honnêtement, que lui et Sonia Cordeau, j'ai pensé à elle récemment, que ces deux-là soient pas encore des stars de notre cinéma, c'est indéfendable. C'est marrant parce que, Hélène, vous ouvrez une belle parenthèse parce que je revoyais pour Sarah avec la famille, avec mon garçon puis mon amoureuse cette semaine, le DVD de la série, et Marianne Fortier également. Je trouvais qu'on l'a... En tout cas, ma blonde disait, mon Dieu, elle est donc bien bonne. Comment c'est qu'on la voit pas plus que ça? Et parfois, il y en a d'autres qu'on voit beaucoup, qu'on se demande pourquoi on les voit beaucoup. Vous avez bien raison. Puis c'est vrai qu'au cinéma, surtout, on a tendance à miser sur les valeurs sûres au lieu de comprendre que ces nouvelles énergies-là, elles peuvent apporter des choses extraordinaires sur le grand écran. Mais bon, le manque de vision, ça, c'est un combat à mener de très longue haleine. Non, mais c'est bien qu'on en parle. Pardon. Dans le cas très particulier de la reprise de King Dave, évidemment, d'abord, on peut pas s'empêcher de comparer avec ce qu'avait fait Alexandre Goyette. Les deux interprétations, elles sont clairement plus physiques que cérébrales. Ils sont tous les deux extrêmement bondissants. Ils ont une énergie un peu maladive. Et puis surtout, un côté très candide qui fait de ce roi Dave presque un enfant par moment. Comme si tout ça le dépassait, comme s'il n'avait pas vraiment d'emprise sur les choses. Ce qui le rend hyper touchant, hyper attachant. Mais dans le cas de English Major, il y a quelque chose en plus. Et attention, là, je mets ma casquette de Capitaine Évidence. C'est quoi? C'est la couleur de sa peau. Évidemment, parce que English Major, il est noir. Eh oui. Et en plus de ça, c'est le premier acteur noir à faire un monologue sur la scène d'un grand théâtre montréalais. Le premier, en 2021. Je vous laisse insérer vos propres sacres d'incompréhension. C'est comme ça. Bon, Hélène, j'ai une question. J'ai une question. Oui. C'est vrai que je pense que d'avoir inclus English Major dans une remouture de King Dave, il y a une démarche vraiment intéressante, mais moi, j'avoue que je tique un peu. En fait, j'ai l'impression que... J'espère que c'est une passerelle, en fait, pour qu'éventuellement, on ait des textes inédits. Originaux. Oui, parce que là,
Parce que, tu sais, on pourrait faire des belles-sœurs aussi avec des comédiennes espagnoles ou des comédiennes arabes. Ou, tu sais, on pourrait prendre... Peut-être. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à sortir de nous pour donner une la place à l'autre. C'est possible. Ceci dit, je crois que le cas de King Dave, il est vraiment particulier parce que on est dans cette espèce d'univers. Déjà dans le premier King Dave, par exemple, les flics lui demandaient, vous faites partie d'une gang de rue. Ouais. Mais la question était jamais aussi chargée que quand elle Non, est ça, posée à English Major, ouais. évidemment. Parce que toute cette dimension symbolique du racisme inconsciente, oui. Elle arrive sur scène par sa présence. Écoutez, maintenant, est-ce que tous les textes classiques du répertoire québécois devraient être adaptés à une diversité culturelle? Je pense pas. Non, mais c'est pas ça le but. Je comprends. Sauf que j'ai l'impression que pour avoir vu... Moi, j'ai vu le film, j'ai lu le texte. J'ai lu le texte, j'ai pas vu la pièce. Je l'ai lu, j'ai lu la pièce tout à l'heure, j'ai vu le texte. Je trouvais que la dimension intéressante aussi de cette pièce-là, c'était ce jeune blanc défavorisé qui était en dessous des Noirs. Et c'est ça qu'il avait de la misère à accepter parce que il se faisait... en fait, il est devenu criminel un peu par obligation en rencontrant des Noirs dans un party. Et ça aussi, il avait de la difficulté à l'accepter. C'est pour ça qu'à un moment donné, il est blast, puis il devient raciste parce qu'il n'accepte pas son déclassement social. Et j'ai l'impression qu'en prenant English Major, évidemment, on ajoute de nouvelles dimensions qui sont peut-être un peu évidentes par rapport au racisme. Parce que le racisme systémique, on en parle beaucoup avec les policiers, mais on n'en parle pas dans d'autres segments de la société où il est vécu. Puis moi, j'aimerais ça avoir une pièce de théâtre qui parle de racisme systémique plus subtil que la manifestation policière. C'est pour ça que j'espère que l'idée de King Dave, ça va amener des auteurs et des autrices des communautés culturelles et jouer avec des Noirs, oui, mais avec des Blancs aussi pour qu'on aille plus loin. C'est drôle que vous parliez de ça parce que on s'est beaucoup préoccupé de la représentation de la diversité à l'écran. Oui. Et je trouve qu'on s'est peut-être un peu moins interrogé sur la représentation de la diversité sur scène. Ben voilà. Alors qu'on a eu justement ce scandale Kanata, ce scandale slave. Ouais. Mais on dirait que la préoccupation s'est transformée ou est allée vers les espaces médiatiques d'écran. Oui. Il faut qu'il y ait des textes qui soient joués. Oui, évidemment, d'avoir un acteur ou une actrice noire qui s'approprie les grands textes du répertoire, bien sûr, mais aussi qu'il y ait des textes issus de ces communautés-là pour qu'on puisse y avoir accès à leur réalité, à leur imaginaire. C'est ça aussi qui va transformer petit à petit la façon dont on fait de l'art au Québec. Bon, donc, notre roi Dave, c'est plus un petit blanc innocent, insouciant, vaguement rebelle, mais c'est un Haïtien. Et évidemment, English Major, il a participé à la réécriture du texte, c'est normal, c'était nécessaire. Mais au-delà de ces ajustements-là de texte, juste par sa présence, c'est la nature même du texte qui change. C'est les codes de compréhension qui ne sont plus les mêmes et qui ouvrent sur un monde que le premier King Dave rendait complètement familier pour vous et moi, mais que ce second Dave-là vient élargir, vient densifier. Parce que la couleur de peau et l'origine de Dave, ça a changé deux choses fondamentales. En premier, ça a ajouté une couche inconsciente qui a transformé la pièce en... avant, c'était un suspense social, si on veut, assez prenant. Et là, ça l'a transformé en une œuvre d'une ampleur, d'une lucidité folle sur notre monde. Pourquoi? Parce que ça a ajouté l'idée de racisme systémique. Et il n'y avait même pas besoin de le dire dans le texte. Ça se fait tout seul. Le seul fait qu'il soit noir fait que quand Dave est arrêté par la police ou quand il voit la police dans la rue, il est dans un état de stress, de nervosité, d'anxiété que le Dave blanc, lui, ne pouvait pas connaître et ne pouvait pas charrier à la salle. Ça ajoute une densité et ça rend le personnage encore plus attachant. Pourquoi? Parce que English Major joue très bien, donc on a peur avec lui, donc on se rend sensible à ce que vit l'autre, même si on ne le comprend pas. Et la deuxième chose que ça ajoute, c'est que ce King Dave nouveau genre, il est émaillé de moments en créole. Quand il parle, par exemple, avec sa mère ou avec plein d'expressions dont les dialogues sont truffés. Et je crois que c'est précisément cette langue-là, cette langue remaniée, qui a fait entrer mon cerveau en surchauffe et qui l'a fait comparer au texte de Steve Gagnon.
Le texte de Steve Gagnon, c'est une langue qui est très élégante, très posée, très ciselée. Et là, je vous ferai pas le coup du cliché altermondialiste, de dire « Oh, parce qu'il y a du créole, maintenant ça devient beau, c'est un melting pot de culture. » Je suis sur le bord de dire ça, là. Ce serait absolument débile, mais je suis obligée de constater que la langue de King Dave, contrairement à celle de Steve Gagnon, moi qui suis une femme blanche-ish de la classe moyenne, je la comprends pas. En tout cas, pas entièrement. Oh. Mais dans la salle, il y avait des membres de la communauté haïtienne et ils étaient nombreux. Et c'était une très, très belle chose d'ailleurs de voir cette diversité, pas seulement sur scène, mais dans la salle de théâtre. Ouais. Je suis quand même allée assez souvent au théâtre pour dire que le public, il est souvent très, très blanc. Oui. Et donc, s'il y a un travail à faire sur la présence de la diversité sur scène, derrière les caméras, devant les caméras, il faut aussi qu'il y en ait faut aussi qu'il y ait un effort qui soit fait pour que les salles soient ouvertes à tous. Ouais. C'est normal. Ouais. Donc, je disais, ça réagissait dans la salle. Il y avait, par exemple, dans tous les passages... Je tiens à dire, Hélène, je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais la dernière fois où des gens autres que blancs semblaient se diriger allègrement vers le théâtre, il y avait des manifestants qui leur criaient des noms à l'entrée du TNM pour leur dire que c'était des traîtres. Ça, c'était pas très bien passé, c'est vrai. King Dave, je pense que c'est plus, c'est plus correct. Ça se passe mieux, en tout cas. Ça s'est beaucoup mieux passé. Mais bref, ma voisine, qui était, voisine, à 3 sièges d'intervalle, évidemment, mais elle réagissait à tous les passages en créole. Ah ouais. Moi, ça m'échappait complètement. Ouais. Et ce qui était formidable, pour moi, qui était non incluse, si vous voulez, c'est que cette incompréhension de l'autre, elle devenait géniale parce qu'elle me donnait envie de comprendre. Ouais. Il n'y aurait pas eu la pandémie, je serais allée lui demander à ma voisine ensuite ce qu'il disait. Ouais. J'ai eu envie de connaître, de comprendre, ça a titillé quelque chose en moi, une envie pas de m'approprier, mais de comprendre. Et je me suis dit, mais quand on a les codes, comme je les ai eus devant le texte de Steve Gagnon, quand on comprend tout intimement, oui, ça résonne vite, c'est bien, mais c'est un petit peu plus plate, c'est un petit peu moins excitant que de ne pas comprendre tout. Et c'est là que j'ai compris ce que mon cerveau essayait de me dire depuis ces 2 pièces. L'incompréhension de l'autre, Fred, c'est pas forcément un problème en soi. C'est même une donnée de notre monde. Oui. C'est comme ça. L'autre, on le comprendra jamais tout à fait parce qu'il n'est pas nous. Mais la culture, elle peut faire de cette incompréhension la source d'une excitation, d'une envie de comprendre, qui sont non seulement très agréables, mais qui en plus donnent envie de revivre un peu. Et je me suis dit, la question, c'est pas tant l'incompréhension de l'autre, mais comment est-ce qu'on fait pour créer ces ponts-là, pour assumer cette non-compréhension et en faire quelque chose de bien, de positif. Et comment est-ce qu'on les crée, Fred, ces ponts-là? J'aurais tendance à dire, pour conclure, qu'il faudrait mieux demander à English Major qu'au consul d'Israël pour le savoir. Oh! Et voilà. Vous jouez un jeu dangereux, on va avoir des plaintes, Mathieu Bock-Côté sera pas content? Qu'il ne soit. Il n'est jamais, j'ai jamais vu content, Mathieu Bock-Côté, je pense. Je fais un petit aparté sur son texte de jeudi sur les manifestations. En tout cas, il rabâchait le même discours, une problématique importée par de l'étranger, puis l'antisémitisme grimpant par des militants radicalisés, puis faut mettre des gants blancs pour parler de ce conflit-là. Alors, il parle évidemment pas du tout des territoires occupés. Va falloir se pencher, Hélène. C'est peut-être pas de votre ressort parce qu'on est moins dans la culture, mais ce fétichisme pour Israël dans certains milieux nationalistes québécois, en France aussi, mais des milieux nationalistes à droite où on a de la difficulté à voir les travers de ce régime-là. On parle pas des Juifs, on parle des politiciens, du sionisme. On parle du sionisme. Voilà. On en a une version très fantasmée dans ces groupes plus de droite extrême, avec cette idée d'un territoire qui devient le nôtre, qu'on possède, peu importe les gens qui vivaient là avant. Mais d'ailleurs, je vais me permettre un dernier conseil, si vous avez envie de comprendre un peu mieux comment certains Israéliens se retrouvent aussi malgré eux du mauvais côté de la barrière, parce qu'il y en a plein qui ne soutiennent pas ce que fait leur gouvernement. Il y a un cinéaste absolument formidable qui s'appelle Avi Mograbi, qui fait du documentaire. On l'appelle le Michael Moore israélien, mais c'est un peu exagéré dans le sens où il fait pas de la démagogie, mais il se met lui-même en scène. Est-ce qu'il se nourrit bien, lui?
Il est un petit peu rondouillé aussi, mais il a une façon d'aborder ce conflit-là par l'humour, évidemment, mais surtout en se mettant en scène lui-même et en mettant en scène, justement, ces Israéliens qui se retrouvent pris dans une politique qu'ils ne veulent pas, qu'ils rejettent, mais qui ne savent pas comment la rejeter, finalement. Ça. C'est très intéressant. Est-ce qu'on peut trouver ces films sur certaines plateformes? Moi, j'aimerais bien qu'on mette les liens sur la page Facebook de la balado pour que les gens... Je vais regarder ça pour vous, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu difficiles. Je sais que la Cinémathèque avait fait une rétrospective il y a quelques années. Je vais aller regarder juste après pour voir si on peut les trouver en ligne facilement. Okay. Merci Hélène. Merci Fred. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous dire qui seront les invités des semaines à venir, parce que je suis content. C'est rare que je prenne de l'avance dans mon booking. Mais là, là, je suis content parce que ce sera à peu près toutes des femmes. En fait, toutes des femmes, des autrices qui seront invitées chaque semaine jusqu'à la fin, le 19 juin. On commence la semaine prochaine avec la sociologue Céline Lafontaine qui a fait paraître aux éditions du Seuil, dans la collection La couleur des idées, le formidable essai Bio-objet, les nouvelles frontières du vivant. Je suis en train de le lire, je découvre un monde dont je suspectais absolument pas les ramifications. Donc, réflexion vraiment, vraiment dense, riche sur les bio-objets, la bioéconomie, l'économie de la promesse. Évidemment, on pense souvent à la fécondation in vitro, entre autres, dans ce type de champ de recherche, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il y a vraiment une réflexion éthique, entre autres, sociologique à faire. Alors, Céline Lafontaine, qui enseigne à l'Université de Montréal en sociologie, sera avec nous la semaine prochaine. Dans 2 semaines, vous savez, quand Godefroy Laurando a fait sa chronique sur la vie de son grand-père, André Laurando, j'ai reçu beaucoup de courriels de gens qui avaient envie d'en savoir plus sur les collèges classiques. Et là, je me rappelais que j'avais un livre en main à la maison, paru en 2014, qui s'appelle toujours « Le collège classique pour garçons ». Études historiques sur une institution québécoise disparue. C'est un collectif universitaire qui a décidé de casser un peu le monolithisme qu'on entretenait. En fait, la vision historiographique monolithique des collèges classiques. Et vraiment, j'ai lu le livre et j'ai voulu inviter en fait, c'est 2 femmes et un homme. Et c'est Louise Bienvenue, historienne, qui va venir nous parler des collèges classiques. C'est vraiment un livre intéressant parce que, on parle du développement dans l'histoire, évidemment, dans les grandes villes, les collèges en milieu plus éloigné, qui enseignaient la construction de la masculinité, la place des femmes. Elle était invisibilisée, mais elle était essentielle. Donc, toutes des choses qu'on ne suspectait pas des collèges classiques. Donc, on va vraiment, vraiment approfondir le sujet. Après ça, la semaine suivante, ce sera Elisabeth Cardin, que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà allé manger au restaurant Manitoba à Montréal. Elisabeth Cardin, en compagnie de Michel Lambert, ont fait paraître un magnifique livre qui s'appelle « L'érable et la perdrix, l'histoire culinaire du Québec à travers ses aliments ». Et Elisabeth Cardin, donc, va venir nous parler de ce livre-là, de sa démarche, parce qu'il y a une démarche vraiment, mais c'est un livre vraiment intéressant, j'ai l'impression que je le répète. En fait, c'est un livre sur, je dirais, l'histoire culinaire, mais je dirais au-delà de ça, de l'anthropologie culinaire, d'où provient ce qu'on mange, les métissages, évidemment, avec les cultures autochtones, mais c'est un livre qui va beaucoup plus loin que ça parce qu'il y a une partie essai littéraire, il y a une partie poésie, il y a des photos, il y a même des recettes à la fin, mais ils ne sont pas présentés d'une façon habituelle. En tout cas, c'est vraiment un magnifique livre grand format. J'ai hâte qu'elle vienne nous en parler. Puis je sais qu'elle est en train de préparer l'ouverture d'un nouveau restaurant. Donc, voilà. Puis c'est quelqu'un vraiment qui a une pensée sur le territoire culinaire québécois. Et ce sera donc notre invité pour l'épisode du 12 juin. J'enregistre le jeudi, donc dans mon calendrier, c'est mélangeant. Donc le 12 juin, samedi 12 juin, ce sera Elisabeth Cardin. Et la semaine suivante, qui sera le dernier épisode, là, c'est pas confirmé à 100% parce que j'ai pas parlé à l'auteur, mais c'est Louise Desjardins, la romancière, l'essayiste, la poète, la biographe, entre autres, de Jovette Bernier et de Pauline Julien, qui sera notre invitée pour clore la saison 3. Alors, voilà. Puis nous, on va poursuivre cet épisode avec Frédéric Lacroix, qui va venir commenter la loi 96. Mais on a été raisonnable. On n'est pas allé aussi loin, par exemple, que le Parti québécois. Le Parti québécois dit, dans les cégeps,
on va appliquer la loi 101. Le Parti québécois dit les francophones n'auront plus le droit d'aller dans les cégeps anglophones. C'est extrémiste, à mon avis, ça. Puis je me rappelle en avoir débattu quand j'étais au Parti québécois. Puis la majorité des députés à l'époque disaient non, on ne peut pas aller aussi loin que ça. Alors, Frédéric Lacroix, bonjour. Bonjour. Bon, je vous avais annoncé la semaine dernière, vous êtes déjà venu parler de votre excellent livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ». D'ailleurs, vous avez gagné un prix avec ça récemment. Oui, j'ai gagné le prix du livre politique 2021 de l'Assemblée nationale du Québec. J'étais très, très étonné et très content de ce prix. Avec une juteuse bourse de 5 000 $? Oui, j'étais content de ça aussi. Mais c'était cocasse parce que le prix a été annoncé le même jour que le projet de loi de Simon-Jolin Barrette a été déposé, soit le 13 mai. Ouais, donc, c'est ça. C'était un alignement particulier, mais on m'a juré que c'était un hasard. Bon, parlons-en. J'en ai pas beaucoup parlé la semaine dernière de la loi 96. On voulait prendre le temps de faire une réflexion. En fait, pas être trop intempestif sur le coup. Vous avez eu le temps, évidemment, de lire le projet, j'imagine. C'est quand même un projet de loi costaud. Oui, le projet de loi en soi comporte plus de 200 articles, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, je l'ai pas lu encore au complet. Ouais. Puis, je veux dire que je suis pas juriste. Là. Ouais, non. C'est pas une perspective juridique sur ça. Absolument pas. Ça, on va le faire plus tard avec d'autres personnes. Mais je voulais avoir votre avis, évidemment, parce que moi, quand j'ai lu votre livre, je l'avais déjà dit quand vous êtes venu, au début, j'étais pas... pas que j'étais pas sûr, mais j'étais comme, j'ai l'impression que ça va être un côté pamphlétaire, mais pas du tout. C'est une des forces de votre livre, c'est l'appui statistique et aussi le fait que ça ratissait très large. La loi aussi semble le faire, mais j'ai peut-être l'impression que c'est un peu ça aussi, peut-être, son point faible. C'est-à-dire qu'on essaie de toucher à tout, mais de façon parcellaire. Oui, il y a beaucoup de mesures dans cette loi-là. Puis moi, en tout cas, la façon que je comprends la loi à l'heure actuelle, là, je ne sais pas s'il y aura des surprises qui vont se révéler, c'est qu'il y a beaucoup de demi-mesures. C'est une vaste collection de demi-mesures, là, comme j'ai écrit dans l'autre journal cette semaine. Ouais. Puis toutes ces demi-mesures-là additionnées ne font pas une mesure costaude. Fait que dans le projet de loi, il n'y a pas la mesure costaude que je pense qu'il doit y avoir pour qu'elle ait un véritable effet. Ouais. Ben là, on va en parler plus tard. Commençons par les bons coups. Essayons d'être positifs. Qu'est-ce que vous voyez dans ce projet de loi-là qui semble être des mesures qui seront efficaces et qui seront porteuses? Ben, le meilleur coup que je vois, c'est que la loi existe. Ça, en soi, c'est une excellente nouvelle. Ouais. C'est le fait que le Québec prend enfin la question au sérieux et a décidé de bouger. Ouais. Ça, faut vraiment saluer ça. Puis, je veux prendre le temps de faire ça. Juste le fait que cette loi existe est en soi une petite victoire. Oui. On se rappelle du projet de loi 14 du PQ en 2013 qui a avorté faute d'appui. Bon. Puis la dernière fois qu'il s'est passé quelque chose sur ce front-là, ça fait 20 ans, c'était en 2001. Ouais. On se rappelle les années libérales où c'était presque tabou de discuter de ça, puis on attendait que le fruit soit mûr pour parler de constitution avec la vieille approche constitutionnelle, parce que ça, on va en parler aussi, mais il y a quelque chose quand même d'inédit dans la démarche de Simon-Jolin Barrette. Mais c'est vrai qu'on a au moins le mérite de vouloir remettre cette question-là dans l'actualité. Oui, il y a quelques années, 2017, je regardais ça dans mes archives, 2017, Jean-Marc Fournier nous disait le français rayonne au Canada. Ouais. Ça fait pas longtemps, là, ça fait 4 ans. Ouais. Il y a eu un déni, il y a eu une ère glaciaire de déni qui a duré pendant 15 ans. Ouais. Fait que là, le fruit est en train de mûrir. Fait que ça, c'est bon, ça, c'est positif. Ouais. L'autre aspect positif de la loi, du projet de loi, c'est-à-dire, c'est que il y a beaucoup de petits réglages, de mesures, donc ils vont toucher à toutes sortes d'affaires. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est bien. Par exemple, par exemple, quelques exemples concrets. Moi, je vois entre autres la correspondance officielle de l'État québécois qui va se faire en français. Oui, l'article 1 de la loi 104 de 2001 ou 2001, oui, qui est enfin mis en vigueur, mais ça sera l'année prochaine. Oui. Ça fait 20 ans qu'on l'attendait aussi. Ça, c'est positif. Ça, faut dire qu'il y avait une cause pendante devant les tribunaux où le mouvement Québec français était en train de poursuivre le gouvernement du Québec pour faire appliquer ça. Donc, peut-être qu'il y a eu un peu de tordage de bras par cette... Ouais. Mais rappelons, si ma mémoire est bonne, avant, n'importe quel citoyen pouvait choisir
sa correspondance en français ou en anglais. Oui, le Québec est un État bilingue à l'heure actuelle. Là, c'est intégralement bilingue. Ouais. Bon. L'intitulé de la loi, projet de loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Oui. Donc, ils ont rajouté langue commune là-dedans. Puis ça, c'est symboliquement très important. On s'est battu longtemps pour ça. Oui. Bien sûr, la charte de la langue française, il y avait le concept de langue commune, mais c'était pas explicite. Là, c'est vraiment explicite dans l'intitulé. Ouais. Fait que ça c'est bon. Le fait qu'il vise vraiment l'exemplarité de l'État. Donc, comme on vient de parler, ils veulent vraiment essayer de débilinguiser l'État québécois. Ouais. Ça, c'est une excellente affaire. Puis aussi, il y a tout un travail de quincaillerie, si on veut, de structure là-dedans. Ça m'excite moins. Moi, je suis pas très excité par disons, la bureaucratisation, mais il crée un commissaire à la langue française puis un ministère. Ouais. Bon, je pense que ça peut être positif dans le sens qu'il va y avoir un ministre responsable. Ça sera pas seulement quelqu'un qui va être responsable de la charte, mais il va y avoir un ministère dédié à ça. Ouais. Donc, moi, je pense que le ministre, pour justifier son poste, va le prendre au sérieux. Oui, on peut le voir comme ça, ou on va mettre, comme on fait souvent la CAQ, on va mettre une femme. Ça va être un ministre avec peu de dents et peu de budget. Oui, il y a ce risque-là aussi. Il y a les deux tranchants. Un ministre compétent puis actif va pouvoir faire beaucoup de choses avec ce ministère-là, mais quelqu'un qui n'est pas intéressé au dossier va pouvoir vraiment peut-être être encore plus, rendre la chose encore plus stagnante qu'aujourd'hui. Je rappelle de France Boucher, qui avait été nommée par le PLQ à l'Office de la langue française. Jadis, dans les années 2000, elle est restée là pendant quelques années à tirer un juteux salaire puis à faire strictement rien. Elle était chargée d'enterrer le dossier. Donc, il pourrait se passer la même chose, mais soyons positifs. Oui. Voilà. D'autres bons coups, s'il y en a. L'autre bon coup, ils ont mis une disposition comme quoi le français devient la langue de référence en cas de doute pour la justice. Ça, c'est quelque chose que Duplessis avait mis en place dans les années 30. Ah ouais? Oui. Donc, ils sont revenus à cette disposition-là. Duplessis l'avait mis en place en 1936, si je ne me trompe pas. Puis, sous la pression, il avait fini par le retirer l'année d'après. Mais ça, concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'au Québec, la justice est bilingue, puis les deux textes ont valeur égale aux yeux de la loi. Ouais. Puis ça cause un problème assez grave en cas de divergence d'interprétation. Ah ouais. Parce que les deux textes ont valeur égale, puis le texte ne peut pas avoir exactement le même sens dans certains cas. Donc, c'est fondamental. Oui, puis ça, de la charte originale en 77 avait dit le français, c'est la langue officielle de la justice. Et puis il y a une version anglaise, mais c'est une version de traduction. Ah ouais. Puis là, ça avait sauté dès 1979. La Cour suprême avait fait sauter ça, puis avait dit non, selon la Constitution de 1867, la justice est bilingue, on rétablit ça. Puis là, on n'a pas le droit de refaire du français la langue officielle en étant toujours au Canada. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place une disposition comme quoi le français peut servir à trancher en cas de litige entre les deux textes. Donc ça c'est positif. C'est une petite chose. Oui, quand même. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de petites choses de même, de petits ajustements positifs, mais c'est ça, il n'y aura pas rien qui va dire demain matin là, à Montréal, le vent va tourner. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de mesures symboliques et même, je dirais, concrètes fortes. Une de ces mesures-là, et on va peut-être aller dans les moins bons coups, ça aurait été d'étendre la loi 101 dans le niveau collégial. Ce que vous proposez dans votre livre, d'ailleurs. Oui, moi, je pense que c'est cette mesure-là, je l'avais dit, je pense, la dernière fois à votre émission. Oui. Je ne pense pas que c'est une mesure radicale du tout. C'est une mesure minimale. Je pense que j'avais même dit que c'est le seuil minimal pour juger de la vigueur de la loi. S'il n'atteint pas ce seuil-là, la loi, elle n'aura pas la note de passage. Ouais. Bon, alors, ils ne l'ont pas fait. Je ne suis pas sûr que les gens... J'ai l'impression que les gens, même la population, je dirais la population francophone aussi, trouvaient... On en est là, peut-être, en 2021. Je pense que les gens trouvaient que c'était radical. On a comme accepté que le réseau postsecondaire
il est bilingue, il y a les deux réseaux et que le réseau anglophone prend de l'expansion. C'est un peu normal. Moi, je sais que ce qui m'avait frappé dans votre livre, c'est qu'on prétendait que les gens vont au cégep pour apprendre l'anglais et vous disiez, les chiffres démontrent que non, ils maîtrisent très bien l'anglais et dans le fond, c'est une espèce d'ascenseur social d'embarquer dans le réseau postsecondaire anglophone. Les étudiants vont au collégial anglais maintenant pour changer de référence linguistique, pour changer d'univers symbolique, pas pour apprendre l'anglais. Puis il y a eu des articles dans Le Devoir récemment qui m'ont fasciné. Et c'était sur des jeunes des écoles de Québec. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, je l'ai vu. Des jeunes secondaires à l'école de Québec qui étaient des francophones, mais qui communiquaient entre eux en anglais. Oui, c'est ça, qui veulent aller au collégial anglais. Puis là, ils disaient de façon totalement ingénue, c'était charmant, ils disaient qu'ils parlaient déjà entre eux en anglais. Toute la culture qu'ils consommaient était anglophone. Puis c'était fascinant parce que c'était exactement l'illustration de ça. Puis c'était des jeunes des classes aisées, d'un milieu social privilégié. Puis c'est exactement, moi dans mon livre, j'ai les chiffres de ça. Puis là, c'était une illustration concrète de cette dynamique-là. Donc, les jeunes, surtout ceux des écoles privées, des écoles avec des programmes particuliers, ont une excellente maîtrise de l'anglais. Des fois, ils consomment presque juste de la culture anglo-américaine. Des fois, c'est la maîtrise de la langue française là, qui commence à faire défaut, pour le dire simplement, là, parce que la culture est de moins en moins là. Il y a une partie des jeunes qui sont acculturés. Donc, cet argument-là ne tient plus. L'argument de il ne faut pas fermer les portes du collégial anglais pour qu'ils apprennent l'anglais ne tient absolument plus. Puis ce qui est très malheureux, c'est que M. Legault l'a repris, cet argument-là, en conférence de presse, en disant que la loi 101 au collégial, c'est une mesure extrémiste. Moi, j'ai eu honte de mon premier ministre en entendant ça. Il a dit aussi que vous voulez interdire aux francophones d'apprendre l'anglais. Là, je veux dire, je pense que ce qu'il dit, c'est aucunement en phase avec la réalité. Puis je suis pas sûr que son image mentale de ce qui est en train de se passer soit conforme à ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans le même point de presse, il ajoutait qu'il y avait du travail à faire. Et là, je ne veux pas contester ça, mais qu'il y avait du travail à faire pour l'apprentissage de l'anglais dans les réseaux primaires et secondaires. Sauf qu'en disant ça, est-ce que ça voudrait dire que si on améliore ça, plus tard, on pourrait penser, puisque aujourd'hui, on ouvre le cégep anglophone aux francophones pour qu'ils apprennent l'anglais, s'ils l'apprennent bien au primaire ou au secondaire, on pourrait, dans le fond, appliquer la loi 101. Si on étire cette logique-là, on pourrait l'appliquer au collégial, puisque les étudiants maîtriseront bien l'anglais à la fin du secondaire. Oui, ce que M. Legault oublie, c'est que ces mesures-là ont déjà été passées. Là. On a déjà mis l'anglais en première année, on a déjà mis l'anglais intensif en sixième année. Dans les écoles secondaires, il y a des programmes d'immersion anglaise. Là, il y en a dans plein d'écoles secondaires. Donc, c'est pas vrai qu'on a besoin de mettre plus d'anglais. Il faut même se demander s'il faudrait pas en mettre moins, parce qu'il y a tous ces programmes, il y a tous ces cours d'anglais-là, puis il y a l'univers numérique, l'univers des jeux. Fait que un jeune standard, là, peut faire plusieurs heures d'anglais par jour là, sur toutes les plateformes à l'école puis sur cette plateforme numérique. Donc, il vit une forme d'immersion anglophone. On peut se demander si c'est pas déjà excessif. Donc, moi, ce que je pense, c'est que si le gouvernement met encore plus de cours d'anglais à l'école, là, on va assister à moi, je pense que ça va être le signal de démarrage. Anglicisation des jeunes. Là. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que collectivement, on doit financer la bilinguisation des citoyens? Moi, je pense que c'est une question aussi qui est légitime à se poser. Si les gens veulent apprendre l'anglais, en fait, l'idée, c'est pas d'empêcher les gens de l'apprendre, mais est-ce que c'est l'État, de par ses institutions et ses écoles financées à même les fonds publics, qui doit participer à ça? Moi, je pense que ce débat-là devrait se faire aussi à ce niveau-là. Oui, il y a plusieurs niveaux à cette question-là. Il y a le niveau, est-ce qu'on doit étudier en anglais, faire de la géographie en anglais pour apprendre l'anglais, ou on peut faire des cours d'anglais? Oui, voilà. Il y a plusieurs niveaux. Moi, je prétends qu'on n'a pas besoin de faire les matières là, professionnelles en anglais pour être compétent. Il y a toutes sortes d'indicateurs. Là. On sait que les francophones qui ont fait leurs études en français,
ont une excellente maîtrise de l'anglais. Les données de recensement nous indiquent ça. C'est-à-dire que la connaissance de l'anglais chez les francophones est proportionnelle au niveau scolaire atteint. Ouais. Donc, ce qui limite la connaissance de l'anglais au Québec, en fait, c'est le décrochage scolaire. Ouais. Puis, on sait qu'à Montréal, les francophones qui ont fait leurs études universitaires, qui ont un diplôme universitaire, sont bilingues à 90 %. Ouais. Pour le cégep, c'est à peu près 70 %. Donc, dès que quelqu'un a un diplôme secondaire, collégial au Québec, même dans un cégep français, là, c'est presque inimaginable. Là. Même si tu étudies en français, tu finis par être bilingue parce que tu as l'univers anglo-saxon, la culture, les manuels, tu as les colloques, les études postsecondaires, c'est en langue française, c'est presque des études bilingues jusqu'à un certain point parce qu'on a recours à beaucoup de matériel de langue anglaise. Donc, c'est pas vrai pour les études en anglais, par contre. On n'a pas recours à du matériel en français. Non. Donc, d'un côté, il y a le bilinguisme qui augmente, mais si tu fais tes études en anglais, c'est pas vrai. Tu as juste la connaissance de l'anglais qui augmente. Ben, c'est un peu comme le franglais dans la musique rap, dans la musique hip-hop. On dit souvent, pour la justifier, que c'est un exercice de style chez les rappeurs francophones, mais cette beauté-là d'inclure le métissage linguistique, on le retrouve plus rarement du côté des artistes anglophones. Alors, c'est comme une espèce de vertu à deux vitesses. Puis l'autre argument qu'on entend souvent, c'est le libre choix. La doctrine du libre choix, il faudrait toucher au libre choix, ça serait vraiment inimaginable, Puis, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer que, en fait, le libre choix n'existe pas parce que dans la dynamique actuelle, il y a tellement de demandes aux collégiales anglophones que ce sont les cégeps anglophones qui sélectionnent les étudiants et non l'inverse. Ce n'est pas les étudiants qui sélectionnent la langue de leurs études, mais c'est l'inverse. C'est les cégeps anglophones qui sélectionnent les meilleurs. Donc, le libre choix, en fait, ne s'exerce pas dans une perspective de l'individu. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Cet argument-là, parce que c'est vrai, le libre choix, en fait, il n'est même pas là à l'heure actuelle. Oui. Non, mais tout à fait. Puis vous le dites dans votre livre, puis je veux le répéter parce que moi, ça m'avait vraiment marqué. C'est qu'au-delà des arguments politico-nationalistes, c'est que la situation actuelle fait en sorte qu'il y a deux réseaux collégiales au Québec et que les régions, entre autres, sont en train de faire des cégeps de seconde zone avec tout ce que ça comporte d'embauche d'enseignants. C'est vraiment, au-delà là, de l'aspect strictement nationaliste, c'est vraiment socialement coûteux d'avoir deux réseaux comme ça. Puis moi, dans votre livre, vous le démontrez très bien. Puis c'est pour ça que je voulais vous réentendre aujourd'hui, parce que le gouvernement de François Legault ne règle pas ce problème-là. On n'a pas parlé du tout du financement du réseau collégial universitaire francophone dans le point de presse et dans cette loi-là. Il n'y a rien de ça. On touche à rien de ça. Non, on a un réseau collégial à deux vitesses où la ségrégation se fait selon la langue et le statut socio-économique. Puis, l'État finance ça à 100 %. Donc, il n'y a même pas l'excuse, comme pour les écoles privées, où les parents paient une partie de la note. Là, c'est le public qui assume cette ségrégation-là à 100 %. Donc, pour moi, c'est totalement inacceptable. Puis, l'autre aspect, comme vous l'avez bien dit, c'est l'aspect Montréal versus région. Ou bien grand centre versus région, parce qu'il y a aussi il y a un cégep anglophone à Québec, puis à Sherbrooke aussi, où il y a la même dynamique qu'à Montréal, mais à plus petite échelle. Mais récemment, on a vu 12 cégeps des régions se regrouper pour exiger des investissements de la part du gouvernement. 12 cégeps. Puis ils demandaient, si je ne me trompe pas, 160 millions de dollars. Puis le gouvernement leur a donné 40. 40 millions, c'est 40 % de ce que ça va coûter faire l'agrandissement de Dawson. À Dawson, le gouvernement va mettre au moins 100 millions. Déjà, le plus gros cégep au Québec est le plus riche. Le gouvernement va mettre au moins 100 millions. Là, au cégep des régions, qui demandait 160, il a soldé ça pour 40. Puis eux autres, ces cégeps-là, ils pensaient rien avoir, fait qu'ils étaient contents. Donc, la situation est vraiment injuste sur plusieurs plans, là. Tout à fait. Mais comment vous l'expliquez? Parce que, bon, il faut quand même donner ça à ce projet de loi-là. Ils ont travaillé fort et tous les analystes le disent. C'est vraiment touffu. Ils ont fait leur devoir. Ils essaient de toucher à plein de facettes de la langue française au Québec, dans les milieux de travail, dans les commerces, dans la francisation des immigrants et tout ça. Bon, c'est large. Et pourquoi on passe à côté
de ce qui semble être une évidence comme ça? Ben, moi, je pense que la faute vient à M. Legault, là, clairement. C'est lui qui a fait l'arbitrage final du projet de loi. C'est lui qui est responsable comme premier ministre d'abord. Ouais. Puis Michel David disait dans la chronique que Simon Jolin Barrette aurait aimé ça faire la loi 101 au collégial parce que il voit que c'est une nécessité. Ouais. C'est plus un caprice, là, c'est rendu une nécessité. Ouais. Donc lui, je pense qu'il a compris ça. Puis M. Legault a mis son veto sur cette mesure-là. Puis je pense que sur toutes les mesures structurantes, en fait, ont été écartées du projet de loi. On pense à la mesure sur les municipalités, par exemple. Ouais. Vous avez vu celle-là, les municipalités, on leur enlève leur statut bilingue, mais elles vont pouvoir le garder si elles font une simple motion. Ouais. C'est parce qu'en fait, ce qu'on peut penser, c'est que les gens, on le sait au Québec, on n'aime pas beaucoup la chicane, mais il n'y aura pas vraiment de gros débats là-dessus et que dans le fond, même si des municipalités comme Otterburn Park, qui sont, je pense, à 6% d'anglophones, vont reconduire leur statut bilingue parce que les gens sont habitués, sont un peu las de tout ça et veulent pas de chicane. Oui, c'est ça. Les motions n'ont pas de problème à obtenir la motion. Fait que cette clause-là, cet article-là est une insulte à l'intelligence, selon moi. Ouais. Ce qui se passe, c'est que dans ces petites municipalités-là, les anglophones sont souvent plus riches et plus influents que les francophones. On oublie la différence de statut socio-économique qui existe encore à l'heure actuelle. Et je vais aller plus loin que ça aussi. Puis ça, je pense qu'on a quand même, en tant que groupe majoritaire de langue française, un petit examen à faire. Les anglophones, il faut quand même le dire aussi, sont beaucoup plus impliqués dans la communauté. Peut-être que ça vient aussi avec une espèce d'éthique protestante, mais militent plus, on l'a vu avec les commissions scolaires, alors qu'au Québec, les commissions scolaires, la plupart des gens n'ont pas d'opinion où ça les désintéresse. La communauté anglophone, depuis toujours, est plus militante et plus impliquée dans sa communauté aussi. Oui, c'est peut-être une généralisation parce qu'à partir du moment où il y a 6% d'anglophones dans une municipalité, je ne sais pas à quel point c'est encore vrai. Mais ce que je pense, c'est que M. Legault a abandonné les francophones dans ces municipalités-là, qui ont peut-être un statut socio-économique moins enviable. Ouais. Puis le gouvernement du Québec les a largués, tout simplement. Puis on sait que dans ces municipalités-là, le statut bilingue n'est pas sans effet. On sait que les substitutions linguistiques des francophones, l'assimilation des francophones est corrélée au statut bilingue des municipalités. Les francophones dans les municipalités bilingues se font assimiler. Fait qu'il y a une corrélation très nette. Donc, ce statut-là n'est pas une simple décoration. Donc, l'enlever aurait un effet sur la dynamique linguistique. C'est ça que je veux dire. Donc, cet article-là est, selon moi, est une insulte à l'intelligence. Il aurait dû mettre au moins un seuil minimum. Là. Dans la loi sur les langues officielles fédérales, il y a un seuil. Le seuil, c'est 10%. Là où le nombre le justifie, c'est 10% normalement. Il aurait pu juste prendre le seuil fédéral. Personne n'aurait pu le contester. Dire en bas de 10%, on vous enlève votre statut bilingue. Oui, maintenant qu'on aurait intégré la Constitution en plus, on aurait pu prendre si tu prends l'exemple fédéral. Si tu prends le pourcentage fédéral, personne ne va pouvoir dire que tu exagères. Le fédéral, je veux dire, là, à un moment donné... Frédéric Lacroix, il y a un des chapitres de votre livre, moi, qui m'a passionné, c'est sur la santé. Il y a plein de choses que j'ignorais. La loi 96 ne touche absolument pas à ça, je pense. Ben moi, j'ai relu le projet de loi là, ce matin en essayant de débusquer des choses en santé, justement, parce que je me rappelais de ça, puis je craignais votre question. Désolé, j'ai la mauvaise tendance de lire les livres au complet quand j'invite des gens à la balado. J'ai vu deux choses. J'ai vu qu'on aurait le droit de demander une copie en français de notre dossier médical. Au complet? Parce qu'avant, c'était un résumé. Ouais, je pense que c'est au complet. Okay. Si je comprends le texte juridique, je pense que c'est au complet. Okay. Donc, c'est obligé de fournir ça. Là, je veux dire, moi, je trouve que c'est vraiment un maudit minimum. Ah non, mais totalement. Mais ça aurait dû être là depuis longtemps. Puis, l'autre point, c'est que je pense que le ministre de la langue française va pouvoir révoquer le statut d'établissement désigné. L'établissement désigné, ce sont les hôpitaux anglophones. Ouais. Je pense qu'il n'y avait aucun mécanisme à l'heure actuelle pour pouvoir enlever ce statut-là.
Bon, c'est là, mais est-ce qu'il va le faire? J'en doute fortement. Là. Ah non, tout à fait. De toute façon, c'est comme une zone d'ombre dans tout le portrait linguistique. Moi, c'est la première fois quand j'ai lu votre livre que j'entendais parler de découpage territorial, du réseau des universités, les RIUS, mais l'Université McGill qui s'occupe de l'Abitibi, de l'Outaouais. Tout ce découpage-là et la dynamique propre à ça, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. J'invite vraiment les gens, s'ils l'ont pas déjà fait, à replonger dans votre livre et lire ce chapitre-là, entre autres, qui est vraiment fascinant. Bon, on va terminer avec ça. J'ai l'impression que, dans le fond, parce que ça a été dit aussi dans les analyses, que cette loi-là ne voulait pas bousculer la population tout en prétendant vouloir changer les choses. Dans le fond, la loi 101 de 1977, cette espèce de geste de rupture-là, c'est vraiment une exception dans ce qui a été fait linguistiquement, puis qu'on est revenu un peu à cette espèce de pas nuire à l'économie, puis pas bousculer les gens. Oui, ben, dans le travail de communication préalable au dépôt du projet de loi, il y avait toutes sortes de signaux à l'effet qu'on s'insérait on utilisait la mémoire de Camille Lorrain puis de René Lévesque. Ouais. On s'insérait dans cette lignée-là symboliquement. Simon-Jolin Barrette a fait ça l'été passé. Il a publié une lettre le jour du dépôt de la charte, donc le 26 août, en prenant le manteau de Camille Lorrain. Ouais. C'était quand même quelque chose d'assez osé. Ouais. Puis ce projet de loi-là, à mon avis, n'est pas du tout là. Puis donc, M. Legault ne prend pas la relève de René Lévesque, puis Simon-Jolin Barrette ne prend pas la relève de Camille Lorrain. Ça c'est pas vrai. On se rappelle qu'à Chartres, il y avait l'unilinguisme français dans l'affichage. Oui. Ça, c'était une mesure là extrêmement costaud. Oui. Ça, c'était un signal symbolique très fort à l'effet que, tu sais, au Québec, là, il fallait que tu apprennes le français. Ouais. Sinon, tu ne peux même pas lire les panneaux. Ouais. Et ça, cette mesure-là, d'un point de vue symbolique, c'est important. Ben là, c'est pas là. Non, pas du tout. Même qu'on revient, je trouve, à l'espèce de flou de la loi 86 de Robert Bourassa dans l'affichage. Il faut que ce soit significatif. Ça reste encore un peu flou. Il ne faut pas trop bousculer les gens. Ouais. Ils ont changé un peu le vocabulaire. Là, ouais. C'est la nette prédominance. Ben ouais. Sauf que concrètement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Concrètement, les tribunaux vont décider, mais la nette prédominance, ça veut dire le bilinguisme. Là. Ouais, ça veut dire que tu changes la police des caractères pour l'anglais, ce qui est ridicule à mon sens. Ouais. Ouais. Il va y avoir les deux langues, c'est le linguisme. On change la police. Je veux dire, moi, j'ai jamais trouvé que c'était une bonne idée de mettre l'anglais en plus petits points puis de penser que ça, c'était quelque chose de crédible. Ouais. Ça affecte rien. Ouais. Puis on n'ose pas faire la loi 101 au collégial. Camille Lorrain, il a fait de la loi 101 au primaire et au secondaire. Ouais. Fait que là, on n'ose pas faire le 6e de ce que Camille Lorrain a fait. Ouais. Puis sur l'immigration, il n'y a rien. Ils font un guichet unique pour la francisation, ce qui est probablement une bonne idée. Ouais. Oui, mais concrètement, si les fonds ne sont pas là, parce qu'il y en a des cours de français disponibles déjà, mais souvent il manque de profs, les ressources sont pas là. Il y a des histoires de gens de l'immigration qui voulaient apprendre le français puis qui n'ont pas été capables de trouver des cours dans leur quartier. Il y en a, là. Fait que on va voir comment ça va se matérialiser. Il faut que notre politique d'immigration soit arrimée au reste, c'est-à-dire que, OK, il faut qu'on ait les budgets suffisants pour franciser tout le volume qui arrive. Ouais. Puis si on n'a pas le budget pour faire ça, ben ça veut dire que notre volume n'est pas correct. Ouais. Il y a ce concept de base-là. Puis l'autre chose, c'est que on sait qu'il y a des immigrants qui s'intègrent au Québec français puis qu'il y en a d'autres qui le font pas. Puis on sait que ça dépend beaucoup de l'origine. Ouais. Donc, c'est la notion de francotrope et d'anglotrope. Donc, on sait qu'il y a certains bassins d'immigration où les immigrants vont s'intégrer à 90% aux anglophones. Ouais. Puis, si on veut que le français cesse de reculer, ben, il faut sélectionner notre immigration mieux que ça. Mais ce que la CAQ a fait, c'est qu'elle a enlevé les critères, réduit la portée des critères de connaissance du français récemment. Tout à fait. Là, ce à quoi on assiste, c'est à une baisse du nombre de gens qui connaissent le français à l'arrivée depuis quelques années. Ça l'a réduit, je pense, de 8%. Là. C'est un chiffre très significatif. Puis ça, aucun gouvernement du Québec avait fait ça depuis les années 70. Puis là, dans mon livre, je dis
Ben, c'est pas moi qui l'ai démontré, là, mais c'est la politique d'immigration qui a amélioré les substitutions linguistiques vers le français. Donc, on est passé de 27% avant la loi 101 en 2016 à 55%. Ouais. Donc, on a doublé. Mais le verre est encore à moitié vide. Puis c'est surtout la politique d'immigration qui a fait ça. Les clauses scolaires de la charte qui sont, extra costaudes là, du point de vue de M. Legault, qui sont inacceptables, ça a joué seulement pour 10% environ. Ouais. Les substitutions. Donc, c'est vraiment la sélection d'immigration. Puis là, la CAQ a abandonné ça à toute pratique. Donc, en fait, on a arrimé l'arrivée de l'immigration presque strictement au marché de l'emploi. Oui, puis par exemple, ils ont des projets pilotes en intelligence artificielle où là, on dit vous n'avez pas besoin de connaître le français parce qu'on sait que les gens travaillent en anglais à Montréal. Oui. Puis là, ils ont complètement abandonné l'exigence de connaissance du français. Que va-t-il se passer? On sait déjà. Oui. Il va se passer les substitutions linguistiques vers le français qui sont à 55%, puis il y a des gens qui pensent que c'est pas mal plafonné là, risquent de repartir vers le bas à l'avenir. Oui. Ça, c'est évident. Puis ce projet de loi-là ne va pas changer. Ben, moi, si je résumais le projet de loi, je dirais que ce projet de loi-là aurait été vraiment excellent en 1999. En 1999, ça allait pas si mal. Ouais. Il y aurait pas eu besoin. Il y aurait eu besoin seulement de contingenter les cégeps anglais. C'était avant la ruée vers les cégeps anglais. Ouais. Il aurait pu faire du ménage dans tous les articles juridiques comme ils font dans ce projet de loi-là. Donc, en 99, là, ça aurait été probablement le projet de loi qui aurait permis de renverser la vapeur. Ouais. Mais là, ce que la CAQ fait, c'est qu'elle prépare en 1939 la guerre de 14-18. Moi, c'est l'image que j'ai en tête. Là. Ils sont en train de bétonner la ligne Maginot. Ils bétonnent le juridique. Ils bétonnent les structures. Puis l'ennemi, là, c'est pas ça, là, c'est plus la stratégie, là, c'est plus ça. Ça passe par Netflix, ça passe par YouTube, ça passe par la culture. Le champ de bataille est culturel. Ouais. Fait que... Et ça tombe bien parce que ce champ de bataille-là, c'est le fédéral qui s'en occupe avec C10, entre autres. Fait que ça, on verra, on en reparlera, Frédéric Lacroix. Merci d'avoir pris le temps de décortiquer un peu le projet de loi 96. De toute façon, il va y avoir des débats en chambre, tout ça. Bon, la CAQ a la majorité, mais quand même, il va y avoir des débats, peut-être qu'il y aura des ajustements. Je réinvite les gens à peut-être relire le livre « Pourquoi la loi 101 est un échec » ou ceux qui n'ont pas fait encore de le faire, surtout que c'est un livre qui a gagné un prix. Alors ça impressionne toujours les gens. Alors, j'invite vraiment les gens à se ruer vers votre livre, Frédéric Lacroix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Salut. Alors, avant d'aller rejoindre François Carabin, pour terminer cet épisode, je fais un appel à tous sur un sujet, là vous allez dire encore, un sujet récurrent à la balado, la recherche d'un ou d'une recherchiste. Bon, vous savez, je vous ai parlé quelquefois d'Alexandre Laperrière qui était venu me donner un fier coup de main à la recherche. Eh bien, il devra quitter la balado puisqu'il s'est trouvé une job à temps plein de recherchiste à l'excellente émission cette année-là. Alors, ça tombe bien, hein? Ouais, vous savez, j'aime beaucoup offrir un micro à de nouvelles voix. Je sais que vous aimez ça. Les gens m'écrivent tout le temps pour me dire « Ah, c'est le fun, la balado. » tout le temps. Ils m'écrivent pas tout le temps, mais souvent, les courriels que je reçois, c'est pour ça, parce qu'on aime entendre de nouvelles voix. François Carabin en est une, celui qu'on va entendre tantôt, avait jamais fait de radio. Il est journaliste à l'écrit, mais n'avait jamais fait de radio. Moi, je trouve ça intéressant, ce créneau-là. Évidemment, le risque, c'est de perdre certaines personnes et aussi en recherche, aller chercher des gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience mais qui ont envie de faire ça. Moi, je pense que ça peut... c'est intéressant pour le projet. Puis Alexandre, c'était ça. Avait envie de faire de la recherche, n'en avait jamais fait, a commencé à la balado et moi, évidemment, travaillant cette année-là et sachant qu'il cherchait quelqu'un, ils ont accepté de parler à Alexandre et c'est lui qui a un des postes de recherchiste. Fait que je suis vraiment content. Donc, la balado est un peu, comme dirait certaines pubs qu'on entend souvent à la télé et à la radio, la balado de Fred Savard, propulseur de talent. Voilà. Alors, là, évidemment, la saison se termine. Alors, je dirais pas que c'est une urgence, mais pour la saison 4, j'aimerais avoir quelqu'un qui me donne un coup de main à la recherche. Donc, je peux pas vous garantir d'emploi dans le domaine quand même, là. Mais si ça vous tente de tâter de la recherche et de garnir votre curriculum vitae, la balado est peut-être un projet pour vous.
ou un de vos proches, jeunes universitaires branchés et allumés. Alors, passez le mot, chers auditeurs et auditrices. Là. La balado se cherche un ou une recherchiste pour la saison 4 qui débutera fin septembre, début octobre. Donc, écrivez-moi. Vous pouvez le faire à baladofredsavard@gmail.com ou sur Facebook. Alors, voilà. Et sans plus tarder, nous allons rejoindre une jeune pousse. Il sera pas content. Le journaliste François Carabin. Alors, on retrouve notre journaliste à la tribune parlementaire, François Carabin. Bonjour. Bonjour, Fred. Il y a eu du changement, François, dans votre vie professionnelle depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Oui, j'ai traversé le couloir, comme je me plais à le dire. Je suis rendu aux 24 heures, toujours correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale. Alors, on espère pour vous que c'est une promotion? Ben, j'ose l'espérer, j'ose croire. En fait, on peut pas trop dire si c'est une promotion ou non, parce que là, vos anciens employeurs seront pas contents. Alors voilà, vous avez traversé le miroir, comme disait une chanson dont le titre m'échappe. Traverser le miroir? Oui, mais me semble que c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est pas grave. On l'a vu. Je pourrais pas vous aider. On l'a vu avec... en fait, on a parlé de la loi 96 dans cet épisode un peu plus tôt avec Frédéric Lacroix, mais on a on a parlé aussi de la clause dérogatoire avec Maxime Saint-Hilaire il y a quelques semaines, mais vous aviez envie de vous arrêter sur l'histoire de la clause dérogatoire dans la politique québécoise. Je trouve ça intéressant parce que on a l'impression que c'est un dispositif qu'on utilise peu. Vous allez nous démontrer que c'est plus ou moins vrai, mais reste que c'est quelque chose qu'on a de la misère aussi à définir. On en entend parler, mais c'est pas si évident à définir. Oui, c'est drôle. C'est comme si à chaque fois que ça revenait dans le discours, ça revenait dans un projet de loi, on devait se refaire un petit cours de constitutionnalisme 101. Ouais. C'est peut-être un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Ouais. Il y a une espèce d'histoire d'amour entre le Québec et cette clause nonobstant. Oui. Alors, la clause nonobstant, essentiellement, c'est un outil législatif inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, c'est l'article 33, et ce qu'elle dit, c'est qu'un parlement ou une législature provinciale peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. Ça, c'est quoi que ça veut dire, ce charabia, j'imagine que vous vous demandez. Oui, tout à fait. En gros, là, ça permet à un gouvernement de contourner des articles de la Charte des droits et libertés canadiennes. Bon, faut le dire, c'est quand même récent, entre guillemets. C'est pas... En fait, c'est pas une clause qui existe depuis le début du fédéralisme. Non, pas du tout. En fait, ça a été négocié dans le cadre du rapatriement de la Constitution. Oui, 1982. Jean Chrétien, exactement. Jean Chrétien, donc une quarantaine d'années. Jean Chrétien, qui était le principal négociateur à l'époque, avait négocié cet article-là avec les provinces. Et lui-même, il y avait une difficulté avec cet article-là. Il avait dit, en gros, là, c'est un peu un bonbon qu'on offre aux provinces, mais ce que ça dit, c'est que vous avez à déclarer que vous discriminez. Alors, il avait posé la question dans toute sa subtilité, dans toute sa subtilité. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. C'est un mécanisme pour faire avaler un peu le rapatriement de la Constitution et la charte canadienne. Exactement. Puis bon, pour comprendre un peu qu'est-ce que ça a comme effet, j'ai décidé de parler à un constitutionnaliste. Oui. N'étant pas juriste moi-même, je suis passé par Louis-Philippe Lampron, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval. Il va nous expliquer un peu qu'est-ce que la clause permet de faire pour les gouvernements provinciaux. Chaque ordre de gouvernement, le judiciaire, le législatif et l'exécutif, a un droit de regard sur ce que fait l'autre ordre du gouvernement. Bon. Mais quand on parle du dialogue, en fait, entre ces ordres de gouvernement-là, l'objectif de l'article 33, effectivement, c'est de donner le droit du dernier mot aux législateurs, en fait. Alors, Maître Lampron qui vous parlait de sa salle de bain. Exactement, dans son bain, derrière ses rideaux. C'est le bain sur son tapis antidérapant. C'est le fameux bain constitutionnel. OK. Voilà. Il baigne là-dedans, mais ceci étant dit, il a allumé beaucoup de lumière de mon côté. Et donc, l'article 33, là, je voulais quand même le préciser, c'est la clause dérogatoire. Oui. C'est la clause dérogatoire qu'il mentionne dans sa réponse. Maintenant, j'ai l'impression, François, que c'est un truc, c'est ça, c'est un jouet législatif pour les provinces. Ouais. Surtout, en fait, ça n'a jamais été utilisé dans un parlement fédéral. Quelques provinces, d'ailleurs, hors Québec, l'ont fait. On pense à la Saskatchewan,
Taïwan qui a tenté sa chance à quelques reprises. Souvent, ça s'est avéré inutile ou inapplicable. Oui. L'Ontario l'a fait plus récemment en 2018 quand elle a tenté de réduire la taille du conseil de ville de Toronto. Oui. Finalement, on n'en avait pas eu besoin. C'est au Québec, vraiment, là, que ça devient excitant, si on veut. C'est un vrai joujou pour les gouvernements québécois à travers l'histoire. Et on en parle souvent comme quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'on l'a utilisé beaucoup, cette clause-là, dans l'histoire du Québec? C'est difficile d'y répondre. L'avocat Guillaume Rousseau, que vous connaissez peut-être parce qu'il a plaidé en faveur de la loi, du projet de loi 21 devant les tribunaux, le projet de loi laïcité de l'État, avait fait paraître en 2016 une espèce de compilation du nombre de fois auxquelles on a fait appel à la disposition de dérogation. Oui. Lui, il a compilé une centaine de fois quand même sur 40 lois. C'est une centaine de fois? Oui. Ah ouais, mon Dieu, ça m'étonne. Vraiment, je pensais que c'était genre même pas 10. Oui, exactement. Donc, on prend une disposition d'exception, mais ça a été utilisé peut-être plus qu'on le croyait. Ouais. Des fois, partiellement, des fois dans son entièreté. Ouais. Donc, comme le définit la clause dérogatoire, donc on couvre l'ensemble des droits qui, potentiellement, auxquels on peut déroger. Ouais. Bon, avant François Legault, ça faisait un moment qu'on l'avait pas utilisé. Oui. Philippe Couillard, peut-être que vous vous rappelez, l'avait qualifié d'arme nucléaire en matière constitutionnelle. Ah oui, je me rappelle. Vous allez entendre l'autre image intéressante que Louis-Philippe Lafront a utilisée un peu plus tard. Et la première ministre, Pauline Marois, avait flirté avec l'idée de l'utiliser, même que elle avait voulu l'utiliser dans sa charte des valeurs. Évidemment, elle n'avait pas été élue par la suite, ce qui avait fait en sorte qu'elle n'avait jamais pu réaliser cette rêve, si on veut. Et plus, il y a un peu plus longtemps, évidemment, on pense à Robert Bourassa. Oui. Robert Bourassa, qui à la fin des années 80, il avait inscrit dans sa propre réforme de la loi 101. L'objectif, c'était de revenir à l'affichage unilingue dans le secteur commercial. En fait, c'est le dernier grand débat. C'était le dernier grand débat linguistique avant le dépôt de la semaine dernière. C'est la dernière fois qu'il y avait eu un débat politique et public sur la loi, sur la langue française. Bon, l'histoire nous dira s'il y aura réellement un débat linguistique, peut-être un débat constitutionnel sur le projet de loi 96. Mais tout ça pour dire qu'avant le gouvernement Legault, ça faisait un moment qu'on l'avait pas utilisé. Oui. Là, on arrive avec le gouvernement de François Legault qui ne s'était pas caché qu'il y avait un intérêt à l'utiliser si nécessité il y avait. Et il l'a fait, effectivement, pour son projet de loi de laïcité de l'État, le projet de loi 21 qu'on connaît bien. Oui. Donc, c'est inscrit, encore une fois, en toutes lettres dans ce projet de loi-là. Quant à son utilisation dans le projet de loi 96, là, on rentre dans le vif du sujet. Oui. On était jusqu'à tout récemment, en fait, c'est ça qui est particulier. On l'avait pas évoqué, peut-être que les questions n'avaient pas été posées. Tout ça pour dire que François Legault a affiché ses couleurs réellement. Il a laissé tomber cette petite bombe en période de commission parlementaire dans un échange assez corsé avec la chef libérale Dominique Anglade. Je vous laisse les entendre. Donc, je pense que les Québécois qui nous écoutent viennent de constater que la chef du Parti libéral s'oppose à défendre le français avec la clause dérogatoire. Merci de faire très attention, Madame la chef de position officielle. Faire très attention, vous avez raison, Monsieur le Président, de reprendre le premier ministre, parce qu'il sait très bien, que c'est pas ce que j'ai dit, mais pas du tout. Il le sait très bien. Si le premier ministre veut utiliser la clause dérogatoire pour la loi qu'il va déposer, qu'il nous dise dans quel cadre, qu'il nous l'annonce, qu'il nous le dise. Bien, annonce à la chef du Parti libéral que, selon nous, on doit utiliser la clause dérogatoire pour protéger le français. Bon. Là, évidemment, on ne fera pas le débat là-dessus, sur le est-ce qu'il fallait ou non. Mais reste que Justin Trudeau a dit, je pense que c'est mardi ou mercredi, lui, il voyait qu'il voyait pas de problème avec cette loi-là. Ça a été étonnant. Évidemment, il y a des élections qui s'en viennent. Il faut quand même le mettre dans la balance. Mais son père n'aurait pas dit ça. Oui, ce qu'il a dit plus précisément, c'est que les analyses de ces juristes faisaient en sorte, puis là, évidemment, on entre dans un tout autre, un sujet qui est lié, mais un tout autre sujet avec les modifications à la Constitution. Sur l'utilisation de la clause dérogatoire plus particulièrement, il n'a pas trop voulu s'avancer. D'ailleurs, ça va être intéressant de le surveiller quand on lui avait demandé à François Legault qu'est-ce qu'il pensait de potentielle contestation en cours.
il a mentionné le nom de Justin Trudeau, le nom de son gouvernement. Ouais. Peut-être y aura-t-il des contestations en cours. Après les élections. Pas encore le dire. Après les élections. On verra. Ouais, on verra. Voilà. Alors, bon, tout ça pour dire que ça a été inscrit dans le projet de loi. Simon Jolin Barrette, qui est celui qui a écrit le projet de loi 96, parle d'une application vraiment à l'ensemble de l'œuvre. Puis ça a généré ça des questionnements, surtout dans les oppositions à Québec, c'est-à-dire pourquoi on l'utilise, la clause dérogatoire. Je vous fais entendre d'abord Rouba Ghazal du Parti libéral et ensuite en anglais la chef du Parti libéral, encore une fois, Dominique Anglade. J'ai cherché dans des articles qui justifient l'utilisation de la clause dérogatoire et je n'en trouve pas jusqu'à maintenant. Il y en a peut-être, mais on ne les voit pas. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le gouvernement a décidé d'utiliser la clause dérogatoire comme une stratégie de communication pour dire, moi, je bombe le torse puis j'y vais fort pour protéger la langue française. Right now, we're seeing we're just going to preemptively use the notwithstanding clause. Why? Alors, on a entendu Rouba Ghazal de Québec solidaire au début et, voilà. Oui, et Dominique Anglade en anglais, donc une clientèle... Oui, il n'y avait pas de question en français, étonnamment, sur le sujet. Mais elle demande pourquoi. Pourquoi? C'est une question qui s'est posée à plusieurs reprises dans les derniers mois. Vous vous souvenez que quand la Cour supérieure a statué sur le projet de loi 21 sur la laïcité, le juge Marc-André Blanchard était particulièrement dur quant à l'utilisation un peu à répétition de l'utilisation complète sur l'ensemble du projet de loi de la clause dérogatoire. Ce qu'il avait dit, c'est qu'elle est excessive parce que trop large, bien que juridiquement inattaquable dans l'état actuel du droit. C'est pas rien quand même de la part d'un juge de la Cour supérieure. Et je veux vous faire entendre aussi, encore une fois, Maître Tron sur ce sujet-là, qui a aussi son avis sur l'utilisation à l'envi, si on veut, de la clause dérogatoire. Il est très, très critique, en fait, de la manière qu'a eu le gouvernement de recourir à ce qui devrait constituer un bazooka en matière de droits et libertés de la personne et qui peut mener, puis moi ça c'est ma posture, surtout qu'on le répète là, le mécanisme dans le projet de loi 96 alors que c'est même pas nécessaire, à une banalisation de ce que représentent les droits et libertés de la personne. C'est pas une simple technicalité là, de suspendre l'application de ces textes fondamentaux-là qui s'inscrivent dans un courant international très, très fort et constant depuis 1948. Ouais, ça c'est intéressant. Puis en même temps, c'est comme un choc des valeurs, c'est-à-dire le droit collectif de mettre la langue française langue commune qui s'entrechoque avec les valeurs individuelles du fédéralisme. Exactement. C'est un peu... Dans le fond, le débat, il est là. Ben, exactement. Puis c'est le, disons, l'ambiance générale de ce gouvernement-là. On avait eu un peu un débat de la même nature avec le projet de loi 21. Force est de constater qu'on se dirige peut-être vers ça avec le projet de loi 85. Mais je trouve que la loi 21, sans discuter de si c'est une bonne loi ou non, il y avait quand même des clauses, entre autres, envers les femmes voilées, les signes religieux, ça visait les femmes voilées, entre autres. Il y avait quelque chose que je trouvais qui, là, oui, brimait certaines libertés. Là, on peut discuter, est-ce que la liberté de porter le voile quand on est professeur, c'est une bonne chose ou non? Mais dans le projet de loi 96, on n'applique pas la loi 101 au cégep, on ne ferme pas les universités, on ne demande pas à McGill de devenir une université francophone. Donc, c'est vrai que sans décortiquer le projet de loi, on a l'impression que là, c'est un bazooka, la clause dérogatoire, parce que on n'attaque pas on n'enlève pas des droits fondamentaux. En tout cas, moi, je le vois pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais je ne vois pas ça. Ben, vous êtes pas le seul à avoir cet avis-là sur le projet de loi. D'ailleurs, je vous ai fait entendre le Parti libéral, je vous ai fait entendre Québec solidaire. C'est deux partis qui n'ont pas énormément attaqué jusqu'à maintenant le projet de loi 96. Évidemment, il va y avoir des études article par article qui vont faire en sorte que il va y avoir des petites surprises. Puis peut-être qu'on va commencer à ruer dans les brancards du côté des oppositions. Le seul parti qui s'est, montré, critique du projet de loi 96, c'est le Parti québécois parce qu'il ne va pas assez loin, selon eux. Donc, ça va être à surveiller. Est-ce que c'est un projet de loi qui, finalement, ne va pas assez loin
selon tout le monde ou reste dans les limites de l'acceptable? C'est la question qu'il va falloir se poser. Après ça, il y a peut-être un débat constitutionnel qui se prépare. Ça, c'est l'autre question qu'il faut se poser. Une fois que la pandémie va être terminée, quand on va revenir à analyser ces projets de loi, ce large projet de loi, est-ce qu'on risque de se ramasser avec une bataille constitutionnelle? Peut-être, peut-être pas. François Carabin, je prends la balle au bon parce que vous parlez de la fin de la pandémie et ça sera aussi la fin d'un grand cycle de points de presse suivi par beaucoup de gens. Vous le premier, en fait, parce que vous en avez couvert plusieurs. Je ne les compte plus. Non, voilà. Vous aviez envie, puis je pense que c'est intéressant de le rappeler, de peut-être demander aux gens de continuer cette habitude qu'on s'est créée de suivre la politique comme le permettaient les points de presse. Là, il n'y en aura plus, mais il y a quand même des gros dossiers qui s'en viennent. Là. J'en avais déjà parlé à votre balado, d'ailleurs. Évidemment, la COVID-19, la gestion de la pandémie, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Donc, on avait eu des visionnements importants des projets, des points de presse du gouvernement Legault pendant toute la pandémie, surtout au début, évidemment. Des millions de personnes qui regardaient le même point de presse en même temps. Évidemment, je m'attends pas à ce que ça revienne à ces niveaux-là après la pandémie. Mais mardi, en fait, quand on a présenté le plan de déconfinement, je sentais tranquillement que peut-être qu'on va avoir de moins en moins de points de presse. Peut-être que, évidemment, cet été, on va prendre quelques vacances et qu'en septembre, on va revenir à un train-train quotidien un peu plus normal au Parlement. Puis je voulais inviter les Québécois, ceux qui vous écoutent, à continuer de suivre l'actualité parlementaire, surtout parce que il y a des dossiers qui se préparent comme ceux-là, comme le projet de loi 96 qui va être étudié en long et en large. Ça me promet d'être très intéressant. Il y a plusieurs autres dossiers. Il y a une révision actuellement de la loi sur les soins de fin de vie, qui est une loi qui est québécoise à la base. Évidemment, on a eu la poursuite du débat devant les tribunaux. C'est quelque chose qui va se poursuivre dans les prochains mois, un projet de loi qui pourrait arriver. Il y a plusieurs questions à poser au ministre de l'Éducation, au ministre de la Famille. Alors, je voulais juste lancer un appel à continuer de suivre la politique québécoise. Ça promet. Et évidemment, dans 1 an et demi, on a des élections. Oui, tout à fait. Et j'espère, je pense en fait, parce qu'on s'en est pas parlé à micro fermé, mais j'espère que vous allez nous aider à faire ça avec vos chroniques à la balado, à l'automne. J'ose l'espérer. Oui, je pense que ça va être intéressant. Puis je pense qu'on va rapprocher aussi la fréquence, en tout cas si le temps le permet, de votre côté. Parce que oui, je pense que c'est important avec plaisir. Il y a de lassitude là, dans les points de presse, on l'a vu aussi vers la fin. Puis j'espère que les gens ne vont pas, évidemment, on va être contents là, de retrouver une vie normale. Mais oui, la politique ne prend jamais de pause et vous allez être là pour nous le témoigner. Mais merci François Carabin, c'est toujours un plaisir vraiment. Et bravo pour votre pseudo-promotion, si c'en est une. Donc, correspondant parlementaire au Journal 24 heures. Merci François. Appelons-la comme ça. Salut. Transition latérale. Salut. Bonne fin de journée. Alors voilà, bonne semaine tout le monde. Salut.